Ouzbek Erika présente Prophétie, le podcast qui explore les prédictions les plus intrigantes pour le futur. Et si la frontière entre la vie et la mort n'était pas aussi nette qu'on le pensait ? Et si on pouvait, dans certains cas, ressusciter nos défunts ? Eh bien, c'est ce qu'affirme très sérieusement Sam Parnia, un professeur en médecine à New York, spécialiste de la réanimation. Selon lui, notre conception du trépas est tout simplement erronée. En fait, on ne mourrait pas en un claquement de doigts, mais plutôt de manière progressive. Et ce processus serait potentiellement réversible. Sam Parnia est tellement sûr de ce qu'il avance qu'il va même jusqu'à prédire que, dans le futur, beaucoup de personnes que l'on aurait déclarées mortes de nos jours pourront être ramenées à la vie. Mais est-ce que ces affirmations tiennent vraiment la route sur le plan scientifique ? Jusqu'où peut-on repousser les limites de la mort ? Je suis Émilie Echaroux et je suis accompagnée aujourd'hui de Sophie Claudely qui a enquêté sur le sujet. Nous sommes toutes les deux journalistes à la rédaction d'Ouzbek Erika. Bonjour Sophie. Salut Émilie. Dans son livre Lucid Dying, paru en août 2024, Sam Parnia affirme, je cite, que dans le futur, il sera courant de ramener à la vie des personnes qui seraient déclarées mortes aujourd'hui. Et ce, grâce à l'amélioration de techniques de réanimation, mais aussi à une meilleure connaissance de ce qui se passe dans notre corps et surtout dans notre cerveau quand on meurt. In principle, by thinking of death not so much as an end, but as the beginning of a new process, an entry into uncharted territory, instead of giving up, doctors can now start to actively look for new and novel treatments to halt and then reverse death before it gets too late. Dans cet extrait en anglais, on entend Sam Parnia qui explique que la mort n'est pas forcément le bout du chemin, mais le début d'un nouveau processus qui nous fait entrer dans des territoires inconnus. Ici, le chercheur appelle les médecins à trouver de nouveaux traitements pour interrompre ce processus de mort avant qu'il ne soit trop tard. Alors Sophie, je vais commencer par une question basique. Qu'est-ce que c'est la mort concrètement et à partir de quand est-ce qu'on considère qu'un patient est décédé ? En fait, la première chose à savoir sur la mort, c'est qu'il y a deux types de morts. La plupart des gens, ils meurent d'un basique arrêt cardiaque, ça concerne grosso modo 98% d'entre nous, selon Sam Parnia. Et donc, quand le cœur s'arrête, le cerveau n'est plus oxygéné, et on considère alors généralement qu'au bout de 3 minutes environ, les cellules cérébrales sont détruites, et donc que le cerveau subit des dommages irréversibles. Pour les 2% des cas restants, on parle de mort cérébrale, c'est-à-dire quand les fonctions cérébrales vitales sont interrompues pour toujours, mais que le cœur continue quand même de battre, ce qui arrive le plus souvent après un grave accident. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la définition de la mort, elle n'est pas figée, en fait, elle a un peu évolué au cours de l'histoire. Par exemple, il y a encore quelques décennies, les individus étaient déclarés morts dès le moment où le cœur arrêtait de pomper du sang, alors même que l'organe pouvait encore avoir une activité électrique. Aujourd'hui, on sait que si une telle activité est encore présente, c'est qu'il y a de l'espoir. Pareil pour la notion de mort cérébrale, c'est une notion qui est apparue dans les années 60, elle n'a pas toujours existé. Ah mais c'est hyper tardif en fait. Bah ouais, et en fait tout ça, ça montre que la mort c'est aussi une construction sociale, et surtout que la frontière entre la vie et la mort n'est pas aussi claire que ce qu'on pourrait croire. Bon d'accord, on l'a compris, la mort est une construction sociale comme tu l'as dit, mais de là à dire qu'elle est réversible, ça paraît quand même assez incongru. Quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles se fonde Sam Parnia ? Ouais, il y a des choses assez étonnantes qui ont été prouvées scientifiquement sur le sujet, notamment le fait que le cerveau pouvait encore être actif au moment de mourir, et même un peu après. Attends, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment inconscient au moment de mourir ? Bah, il semblerait que non, même si ça reste vraiment à prouver. En fait, ça a été décrit dans une étude de 2023 où on avait observé une explosion d'activité neuronale à haute fréquence chez des patients dont on avait interrompu l'assistance respiratoire, ce qui, selon les auteurs de cette étude, pourrait signaler une forme de conscience. Ah, c'est complètement fou. Bah ouais, et en fait, Sam Parnia, il a aussi dirigé des recherches du même type auprès de personnes en réanimation cardio-respiratoire, ce qui étayerait selon lui sa fameuse prophétie. Je précise quand même qu'il parle uniquement de personnes qui ont subi un accident ou un arrêt cardiaque assez soudain, mais qui sont sinon plus ou moins en bonne forme. En fait, ceux qui souffrent de problèmes de santé incurables, eux, ils pourront malheureusement pas être réanimés. Je sais pas si vous voyez dans le film Ghost, par exemple, on peut s'imaginer que le héros qui se fait tirer dessus au début du film, lui, il aurait pu être sauvé. Mais au lieu de ça, son esprit, comme on le sait, va persister dans le monde des vivants pendant encore un bout de temps. Somebody help us!
Pour en revenir à Sam Parnia, il donne des exemples de personnes dont le cœur s'est arrêté pendant longtemps avant de repartir. Il y a notamment le cas assez fou d'une randonneuse de 34 ans qui s'était perdue dans une tempête de neige. Et en fait, les secouristes, ils ont mis plus de 6 heures à la réanimer. Sam Parnia précise qu'elle a vraiment eu du bol que les médecins insistent parce qu'après autant de temps, normalement, la personne est considérée comme morte. Ce type de cas prouverait donc, selon lui, que le cerveau, il meurt pas forcément au bout de quelques minutes d'arrêt cardiaque. Et cette randonneuse dont tu parles là, est-ce qu'elle a gardé des séquelles après l'événement ? Eh ben non, c'est ce qui m'a surpris aussi en le lisant. Elle n'a subi aucun dommage. Elle a repris sa vie après tranquillement, comme si de rien n'était. Après, il faut savoir qu'elle a eu la chance aussi de pouvoir bénéficier assez rapidement d'une technologie d'assistance circulatoire assez avancée, qu'on appelle ECMO. Il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. Ok, donc ce qu'on comprend à ce stade-là, c'est qu'on peut sauver une personne plusieurs heures après un arrêt cardiaque, et non pas seulement après quelques minutes au maximum comme on a tendance à le croire. Mais c'est extrêmement rare, j'imagine, et ça veut pas forcément dire que ça fonctionne à tous les coups. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les scientifiques que tu as interviewés sur le sujet ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec les interprétations de Sam Parnia ? Oui, alors je vais peut-être décevoir des clients de la résurrection, mais les spécialistes que j'ai interrogés sont plus que sceptiques. Effectivement, tu l'as dit, ce sont des cas assez spectaculaires, ils sont très rares. Et surtout, c'est assez trompeur de dire que ces personnes sont mortes puis qu'elles ont été ressuscitées. L'un des experts que j'ai eu, qui s'appelle Stéphane Charpier, il est chercheur en neurophysiologie à l'Institut du cerveau à Paris. Lui, il insiste bien sur la distinction qu'il faut faire entre la résurrection, qui connote quelque chose de métaphysique ou de religieux, et la réanimation qui, elle, est une technique médicale reconnue et sérieuse, quoi. Il précise du coup que dans ce type de cas, celui de la randonneuse, la circulation du sang dans le cerveau n'a pas pu être interrompue pendant très longtemps. Le fait qu'elle se soit trouvée en hypothermie en raison des températures très basses, puisque comme je le disais avant, elle s'est perdue dans une tempête de neige, a aussi joué un rôle et explique pourquoi elle n'a pas gardé de séquelles. Bref, dire comme Sam Parnia que le cerveau ne meurt pas après un arrêt cardiaque mais qu'il entre dans un état d'hibernation, c'est peut-être un peu audacieux. Pareil quand il affirme que l'activité du cerveau au moment de la mort et un peu après signale une forme de conscience, ça ne fait pas du tout consensus parmi les scientifiques. Et dans ton enquête, tu mentionnes aussi une expérience hyper sordide avec des têtes de cochon. Ah oui. Franchement, ça m'a fait flipper. En gros, des chercheurs ont réussi à réanimer des cochons qui avaient été décapités plusieurs heures auparavant. Sam Parnia, lui, il en parle d'ailleurs dans un documentaire daté de 2023. The scientists were so concerned with the ramifications of the discovery that dead brains could be revived again hours after death, that they had prepared drugs to sedate the dead pig brains in case they had become conscious again. Et il explique ici que les scientifiques avaient préparé des calmants pour endormir les cochons au cas où leur cerveau mort retrouverait une forme de conscience. C'est fou, non ? Je suis d'accord avec toi et c'est assez glauque. Il y a vraiment un côté Dr Frankenstein avec cette expérimentation. Mais l'étude, elle a été publiée dans la prestigieuse revue Nature en 2019 quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Et en gros, comment est-ce qu'ils s'y sont pris ? Ils ont injecté une solution chimique dans le cerveau pour rétablir la circulation d'oxygène. Et la surprise, certaines fonctions cérébrales ont été réactivées plusieurs heures après la décapitation. Les cerveaux traités étaient alors assez semblables à des cerveaux vivants. Mais bon, je rassure tout de suite nos auditeurs et nos auditrices, aucun signe de conscience n'a été détecté, et c'était bien sûr voulu par les scientifiques pour des raisons éthiques assez évidentes. Mais attends, mais est-ce que ça veut dire qu'un jour, on pourrait utiliser cette technique pour sauver des humains ? Alors on n'en est pas du tout là, mais en théorie pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'un des auteurs de cette étude, il précise que le cerveau humain n'est pas si différent d'un cerveau de porc. Et Sam Parnia lui-même, sans trop de surprise, lui, il explique que ce n'est qu'une question de temps en fait, avant que ce système soit utilisé pour restaurer la vie d'une personne morte. Mais bon, là encore, les scientifiques que j'ai interrogés prennent de grosses pincettes. Pour Stéphane Charpier, par exemple, on ne pourrait pas ensuite s'imaginer remettre le cerveau réanimé dans une boîte crânienne, ça poserait beaucoup trop de problèmes. Ça me fait un peu penser, tu sais, l'un des derniers films d'Emma Stone, La pauvre créature, ah oui. Ou même Frankenstein qui en a inspiré tellement d'autres après lui. Oh ! C'est un sujet d'étude. Bonsoir. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. C'est sûr que c'est assez flippant, mais Stéphane Charpier, il explique dans son livre qu'il y a un risque qu'en cas de greffe, le corps et le cerveau ne se reconnaissent pas, ce qui pourrait entraîner, je cite, une immense douleur morale et sûrement physique. Ah oui, ça donne clairement pas envie de revenir d'entre les morts. Vraiment pas, ouais. Mais il me semble que ça pose aussi des questions éthiques finalement. Est-ce que Sam Parnia ne donne pas de faux espoirs aux familles qui ont perdu un proche par exemple et qui donneraient tout pour le sauver ? C'est sûr que ça soulève des questions assez vertigineuses, notamment jusqu'où est-ce qu'on veut aller pour réanimer des gens qui seraient naturellement morts. Et puis, au-delà des faux espoirs que ça pourrait effectivement donner, on peut craindre que ça dissuade les familles de faire un don d'organes dans ce type de situation, donc de mort cérébrale, où on a en fait assez peu de temps pour prélever les organes et les transplanter chez des patients qui les attendent. Bon, on a énuméré tout ce qui n'allait pas dans la prophétie de Sam Parnia, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à sauver dans sa prédiction, ne serait-ce qu'en termes de définition, par exemple, ça nous permet de mieux comprendre ce qu'est la mort,
Ou du moins de remettre en question nos idées reçues sur le sujet, non ? C'est clair que tout n'est pas à jeter dans ce que dit Sam Parnia. En fait, ses travaux et ses livres sur la mort, ils ont au moins le mérite d'attirer l'attention des scientifiques, des médecins et même du grand public sur cette question qui, je le rappelle, est aussi un sujet de société et pas seulement un sujet scientifique. D'ailleurs, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films qui parlaient du cerveau et de la mort, notamment d'un point de vue expérientiel. Je sais pas si tu le connais, mais il y a un film de SF qui s'appelle Flatliners, l'expérience interdite en français. En gros, on y retrouve 5 étudiants en médecine, dont l'une d'entre elles est complètement obsédée par la vie après la mort. Et sous son impulsion, il décide de provoquer volontairement des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes pour vivre des expériences de mort imminente. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort ? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. Je suis sûre que ça finit très très bien cette histoire. Bon, je vais pas spoiler, mais t'as plutôt une bonne intuition. Tout ça pour dire que beaucoup de personnes, y compris à Hollywood, sont hyper intéressées par ce qui se passe dans notre cerveau au moment de la mort. Et franchement, je les comprends. Oui, et moi personnellement, j'avoue que je trouve ça assez fascinant de voir qu'on commence tout juste en fait à connaître les signes annonciateurs de la mort, qui seraient incarnés par une sorte d'onde de la mort et potentiellement suivie par une onde de la réanimation. C'est en tout cas ce que l'équipe de Stéphane Charpier a mis en évidence sur des rongeurs, jusqu'à 6 à 7 minutes après que le cerveau ne reçoive plus d'oxygène. Peut-être qu'un jour on pourra la détecter aussi chez des humains pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau à l'approche de la mort, mais aussi potentiellement comment mieux le sauver, bien sûr. Bon, on l'aura compris, la prophétie de Sam Parnia est plutôt fausse, mais est-ce qu'on pourrait pas tout simplement s'attendre à ce que dans le futur, nos techniques de réanimation s'améliorent, et donc ne pas faire revivre les gens, on a compris que c'était un peu fumeux, mais éviter qu'ils meurent? Oui, en fait, c'est là où il a pas si tort quand il affirme que dans le futur, un plus grand nombre de personnes pourront être réanimées. On peut en effet s'attendre à ce que ces techniques de réanimation s'améliorent, et d'ailleurs, elles le font déjà. La technique d'assistance circulatoire ECMO qu'on évoquait tout à l'heure, elle se répand grâce à la miniaturisation, même s'il est encore loin d'être accessible partout. D'ailleurs, pendant le Covid, on n'avait pas assez d'équipements de ce type pour réanimer les patients. Mais même sans parler d'amélioration des techniques, la première étape, ce serait déjà de former un maximum de gens possible aux gestes de premier secours pour sauver les personnes qui font des arrêts cardiaques dans la rue, par exemple. Il y a une étude qui a montré que dans ce type de cas, les chances de survie ne dépassaient pas les 10% à l'échelle mondiale et que 40% des gens qui assistaient à un arrêt cardiaque dans la rue, par exemple, étaient incapables de pratiquer ces gestes. Mais c'est extrêmement peu. Oui, alors qu'en théorie, les chances de survie, elles pourraient atteindre 70% si les personnes étaient rapidement réanimées. Bref, la marge de progression est super importante. On a encore du pain sur la planche, alors. Avant de conclure, c'est l'heure de notre petite rubrique culturelle. Toi qui t'es beaucoup renseigné sur le sujet, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditrices et nos auditeurs? Oui, alors si comme moi vous êtes assez intrigués par les mystères que la mort a encore à nous révéler, je vous recommande de lire La science de la résurrection de Stéphane Charpier, qui, je le rappelle, est chercheur en neurophysiologie à l'Institut du cerveau à Paris. Le livre est paru en 2020 aux éditions Flammarion, et il est hyper accessible, hyper agréable à lire. En gros, il retrace l'histoire de la réanimation en puisant aussi bien dans la fiction comme Frankenstein, le célèbre roman de Mary Shelley, que dans des expérimentations souvent sordides menées par des scientifiques plus ou moins fous qui envisagent par exemple de greffer un corps pour prolonger la vie. Le chercheur donne aussi un aperçu assez pointu des dernières découvertes scientifiques sur la mort, donc expérience de mort imminente, onde de la réanimation, etc. Merci Sophie, et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir plus sur la science de la mort, je vous invite à lire l'enquête complète de Sophie sur le site d'Ouzbek Erika. Et si le sujet du cerveau vous intéresse, on y a consacré un dossier complet dans notre nouveau magazine Futur. Vous pouvez le retrouver ou le commander en librairie, en point relais ou directement sur notre site. On espère que cet épisode de Prophétie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées et à nous mettre des étoiles et à le partager autour de vous. On vous dit à bientôt dans un nouvel épisode de Prophétie.